Pour connaître à fond Molini di Triora, il faut patiemment reconstituer un puzzle, car la commune est composée de 10 villages différents qui, non sans controverse, se sont séparés de Triora au début des années 1900. Chacun de ces villages est un univers d'histoire et de tradition, et il existe de petits musées comme celui d'Andagne, où vous serez accompagné par des gens pleins d'esprit et de passion. C'est un lit de 1900, plus ou moins, donc déjà moderne. Autrefois, les lits étaient plus courts, parce que la superstition voulait que seuls les morts restaient allongés. Donc on dormait comme on dort aujourd'hui sur un fauteuil qui soulève les jambes. Vous aurez même droit à une histoire de sorcières qui, aujourd'hui, sont évoquées ainsi par une de leurs descendantes. C'étaient de pauvres femmes, les sorcières. Nous les appelons Badjwe, précisément parce qu'elles se consacraient à la campagne, à l'agriculture, mais elles étaient toujours condamnées parce que si une récolte ou quelque chose tournait mal, c'était de leur faute. Nous avions parmi elles notre ancêtre Franceschina, qui s'est retrouvée à Gênes avec 13 autres femmes et un homme, selon le récit de Ferraironi, et on ne sait plus rien d'elle. Elle était spécialisée dans les sortilèges d'amour. Molini, c'est aussi le grand art, avec des œuvres qui vous feront découvrir 6 siècles de la lente pénétration du christianisme dans cette vallée. Si vous êtes un observateur attentif, vous découvrirez également les innombrables compromis faits par le catholicisme pour se faire accepter par les populations qui vivaient ici dans l'Antiquité. En parlant de rites anciens qui nous sont parvenus, on ne saurait oublier la descente de croix, qui est un véritable spectacle où la dévotion prend les traits de la dure vie quotidienne, en ce sens qu'elle rend concrète et visible la souffrance universelle qui a certainement touché aussi physiquement ceux qui y participaient, conscients de la dureté de leur vie. Je voudrais terminer ma présentation, certes trop courte, de ces villages par le jeu de la balle élastique, tel qu'il est encore pratiqué à ce jour à Glory, et qui témoigne non seulement de la popularité du jeu, mais aussi de sa capacité à s'adapter au lieu où il est pratiqué. Le jeu de la balle élastique est joué par 2 équipes. L'équipe qui lance la balle est celle qui répond. En ce moment, je suis à l'endroit où on lance la balle et le terrain de jeu se développe dans cette ruelle étroite. La balle est lancée sur le toit de l'église et doit redescendre à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, ou plus bas. Les règles sont adaptées au terrain de jeu. Par exemple, ici, la règle est que la marche en face de moi marque la délimitation du terrain de jeu et que certaines marches latérales font partie du terrain de jeu ou pas en fonction des circonstances. Par exemple, cette pierre ici. Si la balle touche la pierre et entre dans le terrain de jeu, c'est balle dedans. Si elle touche la pierre et sort du terrain de jeu, c'est balle dehors. C'est un jeu très ancien. Autrefois, c'étaient les cordonniers locaux qui fabriquaient la balle en cuir. Elle faisait terriblement mal. Cette ruelle étroite, à partir d'ici, est traditionnellement appelée ujogu, le jeu, parce que cette partie de la ruelle était réservée au jeu de la balle élastique. Puis, à la fin du terrain de jeu, commençait la partie de la rue où l'on jouait à la pétanque. Comment ils arrivaient à jouer à la pétanque sur un pavé en pierre? Je ne sais pas. À mon avis, ils se querellaient beaucoup. Mais cette ruelle s'appelle ujogu parce qu'il y avait les 2 terrains de jeu, celui de la pétanque et celui de la balle élastique.